Loewe est une maison de diffusion principalement, de films d'un autre genre, dirais-je juste en 2 mots pour le moment, mais qui au fil des activités s'est rendu utile à toute une série d'autres paramètres que la simple diffusion. Est-ce que vous pouvez donner quelques détails sur cette activité ? Oui, alors Loewe a en effet commencé comme maison d'édition en 2002, avec cette volonté de distribuer l'art vidéo, le cinéma expérimental et des documentaires de création sur un support qui venait de naître ou qui devenait accessible, qui était le DVD. Donc on a à ce moment-là créé une société qui était basée sur le modèle d'un label de musique, plutôt. C'est pour ça qu'on s'appelle aussi Label Loewe, parce qu'on voulait, comme un label de musique, lancer des jeunes talents, les compiler ensemble selon des thématiques. L'urbain, c'était notre première thématique. Et on a constitué comme ça, au fil des 10 dernières années, un catalogue de 60 DVD qu'on distribue dans le monde entier. Mais en effet, ça ne suffisait pas, ou on avait envie aussi de faire voyager les œuvres autrement. Donc on est devenu aussi distributeur de nos programmes, qu'on montre aussi dans des musées d'art contemporain, sur des festivals. Et à chaque fois, on accompagne aussi les programmes, souvent dans des contextes académiques ou éducatifs, pour donner accès à ces films qui sont donc parfois assez complexes. Et, voilà. Alors, venons-en à la matière première, le film en question. On peut aligner tout un tas de titres ou de dénominations à ces films, allant du film expérimental, de l'art vidéo, du film de la petite fiction, je pense que c'est intervenu. Donc, qu'est-ce qui fait la spécificité du film tel que l'entend Loewe ? Donc en fait, autour d'une même thématique, on va rassembler des films tournés en pellicule, tournés en vidéo, des films d'animation, des documentaires, pour voir comment ces différents genres peuvent communiquer ensemble. C'est ça. Après, on n'exclut pas la fiction, par exemple, mais c'est vrai, c'est quelque chose qui est peut-être moins présent dans notre catalogue, parce qu'on aime justement les œuvres qui racontent des histoires autrement, par le son et par l'image, par exemple. Est-ce qu'on est toujours dans un format court, allant du 5-8 minutes aux 20 minutes un peu maximum ? Oui, la plupart de notre catalogue, où les films ne dépassent pas les 20 minutes. Après, on a aussi quand même quelques films longs, comme un film américain de Massimilian et Nina Breeder qui dure 1h30. Donc ça peut arriver aussi, mais c'est plutôt rare. Alors venons-en justement, ce couple Breeder me fait penser à votre série de films qui sont plutôt de l'ordre du film sur l'art. C'est une matière que voilà, je connais un peu plus. Vous avez eu toute une série de films, je pense à Bertrand Lavier là récemment, on va nous en préoccuper, mais aussi j'ai lu Martin Kippenberger, Günter Bruss, Nietzsche, Varini. C'est un des segments de votre intérêt. Est-ce qu'il était peut-être plus fort au début de vos activités ? Est-ce qu'il maintient toute sa place aujourd'hui ? Oui, tout à fait. C'est quelque chose qui nous intéressait depuis le début, mais qui a vraiment pris forme en 2005, quand on a édité le premier film sur Felice Varini, une installation qu'il avait fait sur la place de l'Odéon. Et à l'époque, c'était le moment aussi où on commençait à produire un peu les films. Donc en fait, cette édition allait de pair avec une activité de production. Et puisque moi-même, je suis historienne de l'art, j'avais toujours un intérêt pour l'art contemporain et aussi tout ce qu'on ne nous dévoile pas dans des expositions. Donc c'est-à-dire comment une œuvre est créée, qu'est-ce qu'on peut dire sur le processus de création même qui a beaucoup changé aussi ces dernières années. Donc c'est vraiment une production aussi pour les artistes avec les obstacles et aussi économiques, etc. Après, donc on a édité 5 films dans cette direction-là, et puis la production n'était pas toujours notre activité principale, donc du coup, cette collection qui s'appelait Artist at Work s'est un peu arrêtée. Alors, venons-en à cette magnifique aventure que vous avez démarrée avec, je crois, Résistance, une série de films, en tout cas je connais 3 DVD qui comportent évidemment chacun une série de films. Et en ce qui concerne Résistance, ça portait dans une collaboration avec le Moyen-Orient et le Maghreb. C'est-à-dire que vous avez promu et donc gravé en format DVD, mais il ne faut pas oublier que ça veut dire aussi que vous promouvez dans des festivals et dans des projections de films diverses et variées, cette programmation propre au Maghreb et au Moyen-Orient.
Dites un mot de cette aventure. Oui, c'est vrai, la collection Résistance, c'est une production clé dans le catalogue de Low Wave. C'est un projet que je menais avec une amie libanaise qui s'appelle Christine Abdelnour, qui est musicienne de musique expérimentale. Et on a découvert, c'était je crois oui en 2005, des œuvres extraordinaires qui n'étaient pas du tout distribuées en Europe. Donc on s'est dit, bon, ça vaudrait le coup de chercher un peu ce qui se fait là-bas en termes d'art vidéo et de cinéma expérimental. Et c'était une recherche extrêmement longue, parce que dans ces pays, il n'existe pas de distributeurs ou de structures qui peuvent donner accès à un catalogue déjà un peu classé. Donc du coup, c'était souvent un artiste qui nous menait vers un autre. Et c'était donc assez passionnant de voir qu'il y avait une production assez importante, mais qui était peu visible pour l'instant. Donc cette personne dans la musique vous a... elle connaissait déjà un petit peu elle avait déjà travaillé le réseau du film et du film expérimental. Un tout petit peu, pas vraiment le réseau du film, plutôt celui le milieu de la musique, mais puisque c'est des milieux qui se touchent, parce que les gens qui sont en marge dans ces pays-là se connaissent peut-être encore plus qu'ici. Donc voilà, mais c'est un projet aussi qu'on a fait à deux, parce que moi je suis plutôt quelqu'un qui vient des arts visuels, elle plutôt du son, donc ça nous intéressait aussi de voir comment ces deux disciplines se complètent. Et on n'était pas du tout parti avec l'idée de trouver des films de résistance. Donc le terme résistance est venu, ou le titre, beaucoup plus tard, parce qu'on a sélectionné, donc après 1 an, 8 films qu'on a édités dans le premier volume. Et on a cherché un lien, un fil rouge en fait entre les films, et c'est la résistance qui est apparue comme étant un sujet qui était présent dans toutes les œuvres. Qui était récurrent. Mais des résistances multiples. C'est pour ça le titre est aussi au pluriel, résistance face aux médias, face aux stéréotypes, résistance face à la censure. Bon, tous ces problèmes qui façonnaient un peu le quotidien, aussi les conditions de production de ces artistes. Et donc ce premier volume nous a donné une grande visibilité, parce qu'on avait senti aussi, je pense, quelque chose qui était en train d'émerger. Donc on a édité des artistes comme Taïsir Batnichi, Sinem Sedira, quelques grands noms qui sont aujourd'hui partout présents sur la scène artistique. Venons-en alors aux autres aventures de ce régime, avec une série derrière, l'une s'intitulant Reframe, la troisième Conditioned met en scène plutôt la Turquie. Reframed, vous êtes en relation alors avec l'Inde. Je l'en oublie peut-être une. Non, c'était déjà très bien. Vous avez juste oublié Influx, qui est la dernière. Mais c'est vrai, cette façon de procéder qu'on a mis en place avec Résistance a séduit aussi d'autres personnes qui sont ensuite venues nous voir avec des projets, avec des propositions, et qui nous ont dit, par exemple pour le cas de Reframe, c'était Cédric Vincent, qui est un historien de l'art et un spécialiste de l'art contemporain indien. Il est venu nous voir avec cette idée de tenter un projet similaire avec l'Inde. Là aussi, on n'avait pas un titre au début, mais il s'est avéré après que tous les films qu'on avait sélectionnés traitaient ce sujet de l'Inde post-coloniale, comment les artistes voient aujourd'hui se passer sous l'occupation. Donc voilà, là aussi, c'est devenu un projet relativement politique. C'est pareil pour la Turquie, où on a fait ça dans le cadre de la saison turque à Paris. C'est ça. Donc c'était un de nos partenaires, et aussi il y avait le Centre Pompidou et un curateur qui s'appelle Yekan Pirnarigil, qui lui nous a amené encore plus de films intéressants, et ensuite on a sélectionné ensemble. C'est ça. Et pour Influx, qui est donc le dernier produit de cette grande collection, si on peut dire, on travaille avec Dominique Malaquet, qui est une chercheuse au CNRS, spécialiste de l'Afrique ou de l'art africain contemporain, et qui a mené beaucoup de projets d'exposition, de photographie, etc. et qui nous a amené à travailler là plus sur tout le continent africain. Donc nous, on connaissait plutôt le Maghreb et le Nord par Résistance. Human Frame, c'est la première fois en fait qu'on a inversé le processus. Donc là, on n'a pas pensé DVD au départ, mais plutôt exposition. Et on a participé à un appel à projet d'une fondation qui s'appelle Asia Europe Foundation, qui est basée à Singapour, et qui a lancé donc un appel pour des projets filmiques, plutôt cinéma expérimental. Oui. Et on a gagné ce concours avec 2 autres projets, et on était donc sélectionnés pour constituer un programme avec un partenaire à Singapour qui s'appelle The Substation. L'idée du projet même est plutôt venue de mon côté de l'histoire de l'art, parce que je trouvais ça toujours fascinant comment on a créé des typologies
des expressions humaines comme la mélancolie ou la colère, etc. Et donc on a toute une série de dessins, en commençant par Dürer, en passant par Lebrun, qui étaient bien étudiés dans l'histoire de l'art, mais qui étaient moins étudiés pour le cinéma. Et donc on s'est dit que ça serait intéressant de voir ce qui se passe aujourd'hui dans un cinéma qui est très caractérisé par les émotions, parce que c'est un cinéma très intime, fait souvent avec aucune équipe de production. Comment ces cinéastes s'expriment et comment on pourra peut-être inscrire ça dans une histoire formelle qui dépasse le cinéma. Donc on s'est mis à la recherche des thèmes qui nous paraissent importants pour le XXIe siècle. Et il y avait des thèmes qui se dégageaient tout de suite, comme la mélancolie par exemple, parce que ça c'est vraiment un classique donc de l'artiste mélancolique, une figure que tout le monde connaît. Mais il y avait aussi des thèmes comme le fanatisme par exemple, ou l'isolement, qui nous paraissaient très intéressants, ou de les regarder aujourd'hui avec les particularités politiques qu'on observe en Asie ou ici. Donc c'est un mélange entre les choses plus historiques et les choses plus contemporaines, si je peux dire. Alors, comme je disais, donc, le projet Human Frame, c'était à la base vraiment une exposition et pas un coffret DVD. Donc, on a eu une première diffusion à Singapour avec notre partenaire The Substation. Et ensuite, c'est le musée du Kit, ou Gertrude Peters, qui est la directrice de ce musée, qui m'a approchée parce qu'elle voulait faire une exposition d'art vidéo. Elle travaille, elle, essentiellement aussi avec des artistes émergents. Oui. Donc, on avait des choses en commun. Et elle était tout de suite passionnée par le sujet. Elle a vu l'événement à Singapour? Non, elle n'avait pas vu, mais elle avait programmé plusieurs programmes de résistance à la Kunsthalle, à Düsseldorf, donc le kit dépend de la Kunsthalle. Donc du coup, on se connaissait, elle connaissait notre travail, donc c'est quelque chose qui l'intéressait à mettre là pour le coup vraiment un espace dans ce musée qui est un ancien tunnel qui est assez incroyable. Et on a donc installé 10 écrans, donc un écran pour chaque tempérament. Oui. Et ce qui était formidable, parce qu'ils avaient une bonne équipe technique aussi, c'est qu'on a pu laisser l'espace ouvert. Donc on voulait absolument éviter les black box ou des espaces fermés, parce que ce qui nous intéresse surtout dans ce projet, c'est évidemment aussi comment les différents sentiments dialoguent, comment on peut passer de la mélancolie à la colère, à la peur, parce qu'évidemment l'être humain n'est pas hermétiquement fermé pour rester que dans un des tempéraments. Et donc du coup on avait j'ai envie de les appeler des tableaux, parce que c'était des très grands écrans qui étaient face à face et qui communiquaient entre elles. Et heureusement qu'on a eu un système de son assez développé qui permettait de quand même apprécier chaque programme comme ça. Moi ce qui m'a surtout plu quand j'observais les spectateurs, c'est qu'ils se prêtaient vraiment au jeu. Ils avaient envie de traverser tous ces états émotionnels, psychologiques. Donc c'était pas grave finalement s'ils ont raté un film par-ci, par-là, parce que ce qui comptait c'était vraiment de les mettre dans cet espace sentimental. Et on voulait aussi intégrer 2 tempéraments plutôt asiatiques, donc c'est l'impermanence que vous avez cité, qui est donc cet aspect cyclique de la vie, de la naissance, de la mort, de la renaissance, qui est dans la perception temporelle en Asie extrêmement présente, mais qu'on trouve aussi après en Europe. Évidemment, il y a beaucoup de philosophes aussi qui ont écrit sur cette approche plutôt cyclique du temps et de la vie. Et après, l'autre thème, c'est le mono no aware, qui est une notion japonaise qui vient de la littérature et qui est très souvent comparée par exemple à cette image du cerisier qui fleurit et qui est extrêmement beau comme ça, mais on sait que ça va durer que 2 semaines. Donc là, on a aussi ce volet de Lowe dont on sent qu'il y a une volonté de transmission des cultures, de travailler dans l'interculturel et d'ouvrir cette mondialisation à une prise de conscience des idées et des esthétiques qui se voyagent. Oui, absolument. Et un film comme celui de Hashish, mais moi, après l'avoir vu 50 fois, j'ai l'impression qu'il y a encore beaucoup de choses à découvrir. C'est tellement complexe, c'est tellement riche, mais du coup, c'est là aussi où c'est intéressant d'avoir les textes qui accompagnent les programmes, parce qu'elles nous donnent aussi des clés de lecture, parce que chaque œuvre en elle-même, elle est tellement complexe. Et à Bruxelles, on est très contents parce qu'on a une nouvelle boutique qui s'appelle Galerie et qui vend tous nos DVD, donc l'ensemble du catalogue, et qui a aussi un petit cinéma où l'OEF va faire une projection bientôt, probablement le mois des Galeries, mars, voilà. Oui.
Ensuite, donc, pour l'année prochaine, il y a cette exposition qui commence donc à Singapour en avril qui s'appelle Theodule Light et on va bientôt annoncer plus de détails sur le site. Et pour les DVD, on travaille donc sur la suite de Influx qui est donc le projet avec l'Afrique où il y aura 2 nouveaux volumes qu'on va aussi sortir dans un coffret avec les 3 DVD. C'est ça. Merci beaucoup.